Nantes, 26 octobre 1440. Au-dessus de la loi, 3 potences et en dessous de ces potences, des fagots. Et c'est clair, on va pendre 3 hommes et on va les brûler. Et le peuple qui s'est porté jusque-là pour le spectacle, eh bien, est venu pour voir ça. Mais surtout pour voir le supplice de l'un des 3. Il y a 2 comparses et il y a la vedette. La voilà, cette vedette, au milieu d'une immense procession. Toute l'église de Nantes, tout le clergé de Nantes, tous les dignitaires du duché de Bretagne, le duc de Bretagne est là, et la vedette s'appelle Gilles de Ré. Bernanos a posé une question qui va très loin. Qui peut connaître les vues de Dieu sur un monstre? Cette question s'applique parfaitement à Gilles de Ré parce que Gilles de Ré est la quintessence d'un monstre. Il est né à Chantossé, aujourd'hui à 25 km d'Angers. Son grand-père l'a élevé, Jean de Cran, un homme puissant, un homme immensément riche, des domaines, des terres, des châteaux. Il a 11 ans lorsque le grand-père l'emmène sur une haute colline qui domine la Loire et lui dit à cet enfant, « Tout cela t'appartiendra, un jour tu es mon héritier, Dieu travaille à ta fortune. » Comment voulez-vous que l'enfant ne soit pas grisé? Très tôt, on le consacre au métier des armes, ça veut dire un entraînement de chaque jour, de chaque heure. On apprend des coups, des bottes. Il faut pouvoir, au jour de la bataille, réagir instinctivement à partir de ce qu'on a appris. Il y a aussi ce mannequin sur lequel on frappe, mais il faut hurler en même temps. Et certains ont cru pouvoir comparer cet entraînement avec celui dont bénéficient les marines américains. Il a 14 ans lorsque son grand-père lui apprend qu'il va le marier. Il n'en a aucune envie. Quelque temps plus tôt, sa nourrice l'a surpris dans une salle basse du château, en compagnie d'un page. Elle n'a eu aucun doute sur la nature de l'entretien. Ce qui va intéresser davantage Gilles de Ré, c'est qu'il reçoit un appel de Charles VII. Charles VII le convoque à sa cour. Alors Charles VII, c'est le petit roi. Il erre entre la Seine et la Loire. Les Anglais occupent toujours Paris et une grande partie du royaume. Et lui tente de se trouver des partisans, il en manque. Ça n'est pas par hasard qu'il a appelé Gilles de Ré, parce qu'il sait que sa famille est très riche. Et en effet, quand Gilles répond, quand il arrive auprès de Charles VII, c'est avec 5 compagnies qu'il a équipées à ses frais. Et il va se battre, il a été dressé à se battre, il se bat admirablement, c'est un vrai soldat à ce point que Charles VII va lui dire « Tu seras un jour maréchal de France ». Il est encore auprès du roi, il est à Chinon, il a 26 ans lorsque paraît une jeune Lorraine, une jeune paysanne, qui est venue dire au roi qu'elle va l'aider à sauver la France. Autour du roi, c'est l'ironie, les ricanements. Gilles de Ré ne rit pas, parce que cet homme, c'est un des très nombreux paradoxes de sa vie, est hanté par une foi immense. Il vit dans la fréquentation quotidienne de Dieu. Et quand il regarde cette jeune fille, il est persuadé, c'est vraiment Dieu qui l'envoie. Vous savez que Jeanne voudra aller délivrer Orléans, que Charles VII lui confie une armée et qu'elle va délivrer Orléans.
pour les contemporains, c'est un miracle peut-être. Mais nous ne pouvons pas oublier qu'à côté de Jeanne, de Chinon à Orléans, et pendant la prise d'Orléans, il y a Gilles de Rais, un soldat. Gilles de Rais qui croit en Jeanne, qui va continuer à croire en elle et à se battre auprès d'elle. On les voit côte à côte pendant toutes les batailles victorieuses qui vont suivre. On chasse, on repousse les Anglais. Et il faut dire que c'est magnifique, cette amitié totale de part et d'autre, cette estime totale, cette admiration totale et cette pureté, la pureté de tout cela. Le résultat, c'est que Jeanne va décider, Charles, à se faire enfin sacrer à Reims, que le jour du sacre, Gilles de Rais sera auprès du roi, il tient la Sainte Ampoule, d'où va couler l'huile qui fera enfin roi Charles VII. Et à la fin de la cérémonie, eh bien, Charles tient sa parole et déclare à Gilles de Rais, tué maréchal de France. Les combats vont reprendre. Il y a un but pour Jeanne. Et pour Gilles, Paris. Il faut marcher sur Paris, arracher Paris aux Anglais, délivrer Paris, comme on a délivré Orléans. Mais on constate qu'on n'a plus beaucoup de troupes. Le roi n'en envoie plus beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas assez d'effectifs, mais pourtant on ne veut pas renoncer à prendre Paris, on attaque Paris, c'est l'échec. Et là, Gilles comprend ce qu'il devine depuis déjà longtemps. Le roi n'a plus du tout envie de continuer cette guerre, ces combats. Alors, déçu, amer, il se retire chez lui. Jeanne continue seule, hélas, parce qu'elle est prise. Elle est livrée aux Anglais, vous connaissez la suite, on l'envoie à Rouen pour être jugé. Et quand Gilles, dans son château, apprend que Jeanne est captive des Anglais, il se précipite à la cour. Vite, 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 donnez-moi une armée. Et puis, on temporise, oui, mais il comprend bien, je vais y aller, moi. Avec une compagnie qu'il réunit, il fonce vers la Normandie. Il est rejoint par Lahire, un autre fidèle de Jeanne, deux capitaines qui arrivent à rentrer dans Rouen. Mais là, il y a des milliers d'Anglais. Ils doivent reculer, ils sont refoulés. Il faut un peu de la guerre de partisans tout autour de Rouen, jusqu'au jour où un messager vient leur dire « Les Anglais ont brûlé Jeanne d'Arc ». Alors tout s'effondre pour Gilles de Rais, parce qu'il y avait eu dans sa vie une seule vraie passion, un seul véritable idéal, et c'était Jeanne. Il s'était voué à Jeanne. Elle est morte. On l'a laissé mourir, le voilà seul dans son château. Sa femme, elle est ailleurs, il ne la voit jamais. Seule. Alors ces tendances homosexuelles, on les connaissait, il ne les reniait pas. Et là, tout à coup, va lui venir un désir nouveau. Un enfant. On lui procure cet enfant. Et au moment où il va faire de cet enfant sa chose, pourquoi prend-il un poignard et frappe-t-il l'enfant? Dans la fameuse confession, la confession qu'il fera, qu'il faut lire, qui est un document inouï, il dira qu'il a possédé des enfants avant leur mort, après leur mort, pendant leur mort. Mais ce sont des phrases qui ouvrent de tels abîmes que l'on ne comprend plus, que l'on ne sait plus, que l'on dit c'est quoi, où en sommes-nous? Il aura d'autres enfants. On lui procure, ils disparaissent dans les campagnes. Mais vous savez, il y a tant de bandes armées qui passent dans ces campagnes, des Anglais,
des mercenaires, des brigands, il y a tout cela. Alors, qui peut savoir où disparaît un enfant? Alors combien? Au procès, on retiendra 200. Les gens de la région diront non, c'est au moins 600. Et Michel Bataille, qui a analysé le cas de Gilles de Rais d'une manière admirable, dit c'est plutôt 1000. Alors chaque fois qu'il a tué un de ses enfants, il est pris de remords. Ben oui, c'est un homme de foi. N'oubliez jamais cela. Il croit au ciel, il croit à Dieu. Et il sait qu'il vient de commettre un crime. Alors il appelle un confesseur, il supplie qu'on l'absolve. Et puis ça recommence, ça recommence, ça recommence. Alors, il fait des dons inouïs aux églises. Tout ce qu'il y a de plus beau, les calices en or avec les pierres précieuses, des chasubles, des tableaux, des statues. Et pour offrir tout cela, il se ruine, il est obligé de vendre ses domaines, ses fermes, ses châteaux, la famille réagit. Ça dure des années tout ça. Et la famille fait dire au duc de Bretagne, il est en train de vendre notre bien. Il faut le déclarer prodigue, lui interdire toute dépense. Et le duc de Bretagne est d'accord. Et la première décision qui est prise, c'est de lui enlever Chantaussé. Il doit partir. Le problème, c'est que c'est à Chantaussé qu'il a tué ses premiers enfants. C'était les débuts. Après, dans les autres châteaux, on a brûlé les victimes. Là, celles-là, ben, on les mettait dans la cave. Alors, puisqu'il faut déménager, il faut enlever ces misérables restes, parce que les nouveaux habitants vont les trouver. Alors, les valets chargent ça sur un chariot. Imaginez la bouillie infâme. L'odeur, ils ne résistent pas, les valets. Et ils en laissent. Et ils s'en vont. À Tiffauges, un autre château, on laissera aussi partie des restes d'enfants. Et fatalement, les nouveaux habitants les trouveront. C'est le moment où, en plus, Gilles vient de jeter en prison un prêtre qu'il a juré. Autre crime, mais il est arrêté. Le tribunal épiscopal de Nantes, il comparaît. Et il se défend même très bien. Et il y a une extraordinaire sincérité dans la manière dont il se défend. Il dit, mais regardez-moi, comment aurais-je pu commettre tous ces crimes? Ça n'est pas moi. J'ai été calomnié, j'ai des ennemis. Et peu à peu, il convainc les juges, il convainc tout le monde, l'assistance, tous les gens qui sont là. Et le juge finit par dire, eh bien voilà, nous vous croyons, il suffit maintenant que vous juriez sur les saints évangiles, qu'on apporte les évangiles, on les apporte, dit levez la main sur les évangiles et dites je suis innocent. Il lève la main, la laisse et ne dit rien, et la main retombe. Il ne peut pas. Il ne peut pas jurer sur les évangiles. Il ne peut pas jurer sur sa foi. Alors la colère s'élève. Le juge crie, vous êtes excommunié. Soyez reconduit en prison, excommunié. Il est là dans sa prison, excommunié. On m'a jeté en dehors de l'église. Je ne peux plus avoir les sacrements, mais si je meurs, que vais-je devenir alors? 8 jours après, devant le même tribunal, il parle. Il parle pendant des heures, il raconte tout, c'est la fameuse confession. Tous les détails. Mais cependant qu'il raconte, les larmes coulent sur son visage. C'était la semaine d'avant une fausse sincérité, elle est parfaitement vraie cette fois. Il pleure sur ses victimes, il pleure sur lui-même. Il dit, mais comment ai-je pu? Et puis, ce chagrin si authentique gagne
les juges. Voilà que les juges pleurent, l'assistance pleure, et les parents des petites victimes qui sont là pleurent. Et quand le juge lui annonce qu'il est relevé de l'excommunication, qu'il rentre dans l'église, mais qu'il sera pendu et brûlé, il resplendit de joie, il remercie. Merci mon Dieu, merci messieurs. Quand il se rendra au lieu du supplice, alors même qu'on lui a passé la corde au cou, il criera à la foule, « Priez, 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 priez pour moi, priez pour les enfants déjà nés et les enfants à naître. » Et la prière s'élève de cette foule, la corde se tend, les flammes lèchent les jambes du condamné, Gilles de Rais a expié. Décembre 1462, Louis XI règne depuis 1 an et demi. Et venant du Grand Pont à Paris, un prisonnier s'avance, flanqué de 2 sergents qui le tiennent solidement, s'avance vers le Grand Châtelet qui est là devant lui. Il se voit de loin le Grand Châtelet avec ses tours en forme de poivrière énormes. Et où est le Grand Châtelet? Il n'y en a aucun vestige. Alors si vous voulez savoir, rendez-vous à Paris. Place du Châtelet. Mettez-vous entre les 2 théâtres, c'était là qu'était le Grand Châtelet. Et le prisonnier entre, poussé par les sergents, sous la grande porte en forme d'ogive. On le pousse dans les couloirs, ruisselants d'humidité. Et là, une porte, on la pousse. Voilà le prisonnier dans une salle que l'on appelle la morgue. Ne vous méprenez pas, le mot a changé complètement de sens. À l'époque, dans cette salle, il y avait des policiers. Et tous les entrants passaient devant eux. Car à cette époque, il n'y avait aucun moyen de garder un signalement précis d'un coupable présumé. Et ces gens avaient la mémoire des visages. Ils regardaient longuement le prisonnier. Mais je ne pense pas, voyez-vous, qu'on ait longtemps regardé celui-ci, parce que les policiers le connaissaient déjà. On l'a jeté dans un cachot où il a été chargé de chaînes en compagnie d'un autre prisonnier. Et là, il a attendu avec une angoisse qu'il a su dépeindre admirablement, parce que s'il est avec les malandrins, s'il est lui-même un malandrin, il n'est pas un malandrin ordinaire. Il est poète, un grand poète. Son génie a traversé les siècles. Il s'appelle François Villon. Alors pourquoi est-il là? Il le sait, c'est écrit sur le grand registre à l'entrée. Prévenu de tentative d'assassinat. Tentative seulement. Oui, mais avec son passé, il sait très bien ce qu'il risque, et voilà qu'on vient le chercher. Le voilà dans les carreaux, c'est-à-dire la salle où on juge, le lieutenant criminel devant lui, les magistrats. Interrogatoire. Il jure qu'il dit la vérité sur les évangiles. La sentence. Il est condamné à être pendu au gibet de Paris. Alors, de nouveau au cachot. Et là, maintenant, il pense beaucoup à ce gibet de Paris. C'est le gibet de Montfaucon avec ses 16 piliers de pierre très élevés. On y monte par 2 hautes échelles.
L'une pour le bourreau, l'autre pour le condamné. Il n'y a que le bourreau qui redescend. Et puis il l'a dit, il l'a écrit dans ses poèmes. Il revoit toute sa vie, comme ceux qui vont mourir. Il est né à Paris, c'est un Parisien, il est né l'année même où Jeanne d'Arc est morte, 1431. À l'âge de 7 ans, sa mère l'a conduit chez un parent, un chanoine, le chanoine d'une église de Paris. Elle lui a demandé d'assurer son éducation, il a accepté. Et le petit a été heureux avec Maître de Villon, il en a même pris le nom, il s'appelait François de Montcorbier. Et dans ses vers si frappants, la langue de Villon, mais qui se mêle d'argot, ce qui en fait la puissante originalité, eh bien, dans ses vers, il évoque ce chanoine plus que père, écrit-il, et plus doux qu'une mère. C'est grâce au chanoine qu'il a pu devenir bachelier et plus tard maître ès-arts de l'Université de Paris. Maintenant, il peut enseigner. Eh bien, il n'enseignera jamais. Pourquoi? Eh bien, parce que, encore étudiant, avec d'autres étudiants, il a fréquenté les cabarets. Il faut imaginer Paris à cette époque, enserré dans ses murailles. Ça n'est pas une immense superficie, Paris. Et là, on dénombre dans ce lieu 4000 cabarets. 4000. Alors, il y a de quoi faire, comme on dit. Et il va aimer la vie de cabaret. Il va tant l'aimer qu'il ne veut plus entendre parler de la Sorbonne. Alors, dans les cabarets, on trouve des malandrins. Mais il se lie avec des malandrins, on trouve des filles. La police dénombre. À Paris, à cette époque, 3000 filles faciles et folles de leur corps. Qui se vendent, bien sûr, qui vendent leur charme. Et puis il y en a une qui s'appelle Isabeau. Et Isabeau, bien sûr, se donne à tout le monde, mais elle a des préférés. Alors le préféré, c'était un garçon qui voit tout à coup que c'est Villon maintenant le préféré. Il est furieux, il est jaloux. Alors il sort sa dague, on a des dagues aux côtés à cette époque, c'est très dangereux d'avoir des dagues. Et voilà que le jaloux balafre Villon profondément. Villon sort sa dague, frappe l'autre à l'aine. La blessure est profonde, il est à terre. Et Villon va carrément l'achever à coups de pierre dans sa colère. Il ne pensait pas qu'il donnait la mort. L'autre ne mourra que quelques jours plus tard, mais il mourra. Alors, il vaut mieux s'enfuir. Mais loin de Paris, il est malheureux, Villon. Alors, il est doté d'une bonne plume. Bien sûr, il va écrire au magistrat pour dire qu'il n'a pas voulu la mort, et c'est vrai. On appellerait cela aujourd'hui l'homicide involontaire, et c'est si bien dit, bien raconté, qu'on lui envoie des lettres de rémission. On passe l'éponge, comme on dit, on oublie. Il regagne Paris, puisqu'il en a le droit, et c'est le temps où il écrit de plus en plus de vers. Il en a sans doute toujours écrit, mais là, on sent comme une nécessité chez lui, et ce qu'il écrit, c'est ce qu'on appelle le Petit Testament. C'est une œuvre que l'on dirait aujourd'hui humoristique, drôlatique, c'est vrai, parce qu'il lègue à des quantités de gens qu'il ne le mérite pas, et qu'il peut fustiger quelquefois, des choses qui ne lui appartiennent pas. Mais oui, c'est drôle, c'est amusant, c'est léger, mais c'est Villon, c'est du Villon. Par conséquent, il y a sous-jacente l'angoisse de Villon, de l'avenir, pas seulement de son avenir à lui, mais de l'avenir des autres, des hommes qu'il côtoie. Villon est pitoyable aux hommes. C'est ce qu'il y a dans toute son œuvre. Et les gens de cette époque ne sont pas pitoyables aux hommes. Alors, il a retrouvé ses amis de toujours, et il prépare un grand coup, j'allais dire un casse. Au Collège de Navarre, il y a beaucoup d'argent, beaucoup de choses à emporter. Et comme on aime bien Villon, est-ce que tu veux en être? Oui, bien sûr. Folie pour Villon.
L'affaire a lieu, la police est au courant, et elle connaît tous les gens qui ont fait le coup, et elle va mettre la main sur Villon, il faut qu'il s'enfuit. Et on le retrouvera errant sur les routes de province. On a du mal à le suivre parce que ça dure des années. Et on le voit par exemple à Angers, première étape. On le verra à Rennes, on le verra à Blois, à Orléans. Et à Orléans, qu'est-ce qu'il fait? Ben, on ne le sait pas bien. Quelque chose de grave, puisqu'il est encore en prison et puisqu'il attend, préfiguration de ce qui lui arrivera plus tard, il attend déjà d'être pendu. Mais le roi Louis XI vient visiter sa bonne ville d'Orléans. Et quand un roi arrive, eh bien, il faut qu'il fasse un geste, libérer les prisonniers. Et parmi les prisonniers libérés, il y a Villon. Quelle chance pour lui, quelle chance pour nous. Il va se rapprocher de Paris. Nous sommes dans l'hiver de 1461-1462. Et c'est là, avant d'entrer dans Paris, qu'il va écrire son œuvre la plus importante, celle qui a fait que son nom ne sera jamais oublié, c'est le Testament. L'autre, c'était le petit, cette fois, c'est le Testament. Jamais il ne s'est livré autant, jamais il ne s'est livré aussi bien. Il pleure sur sa jeunesse perdue, sur ces femmes qui ont hanté sa longue vie, est si courte en même temps. Il n'a que 30 ans, n'oubliez pas. Les dames du temps jadis, bien sûr, dont il fera plus tard une ballade. Et puis tant de choses. Et puis ce sentiment de compassion pour ses frères humains. Il emploie cette formule, les frères humains. Il est grand, Villon. Paris, de nouveau. Et puis là, des amis. Il est inguérissable, Villon. Un soir, deux autres paillards comme lui parcourent les rues. C'est la nuit et puis il y a de la lumière à l'étage d'une maison. Et on voit des clercs de notaire en train de copier. Les trois paillards qui disent « Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi travailler? À quoi ça sert? Vous êtes des imbéciles. » Enfin voilà. Le langage de Villon était certainement plus riche que le mien en l'occurrence. Alors voilà les clercs de notaire furieux qui descendent, on se bat. Le notaire descend aussi, c'est maître Ferbouc. Ah oui, Ferbouc, quel nom. Et Pichard, l'un des trois, l'un des amis de Villon, sort sa dague, toujours la dague, et frappe le notaire. Non, rassurez-vous, il ne va pas mourir, il survivra. Il vivra même jusqu'à plus de 80 ans. Mais voilà, c'est que la police est au courant très vite. Et les trois lurons sont arrêtés. Et nous voici au début de ce récit. Vous vous souvenez, l'homme emmené par les sergents, c'était Villon. Il y en avait deux autres. Dont Pichard, l'homme à la dague. Alors tous les trois sont condamnés à mort. Et là, dans son cachot, on le croit, on peut le penser, Villon va écrire sa si célèbre ballade des pendus. Écoutez, écoutez cela. Frères humains, qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis, car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous. Merci. Alors ils ont fait appel, oui, ils ont fait appel. Mais Pichard, l'homme à la dague, le Parlement qui va se prononcer très vite d'ailleurs, le Parlement confirme qu'il faut le pendre, on le pend. Mais pour Villon, eh bien, on est indulgent. La peine de mort devient 10 ans de bannissement, à condition qu'il s'en aille tout de suite. On n'en veut plus de Villon à Paris, c'est trop. Et les portes du Châtelet qui s'ouvrent, et lui, dans Paris, dans ce Paris
qu'il a tant aimé, qu'il a peut-être trop aimé, et qui sait qu'il ne va plus voir Paris, parce qu'il est malade et il tousse beaucoup. Alors il va s'emplir, on l'imagine, les yeux, les oreilles, la mémoire, des ultimes images de ce Paris. Il va entendre les cris des porteurs d'eau, des petits marchands, des montreurs de singes, le bruit des cloches qui se répondent d'église en église. Et puis il va quitter Paris par une barrière, s'enfoncer dans les provinces qu'il avait parcourues autrefois. Et plus aucun de ceux qu'il avait connus n'aura de ses nouvelles, plus personne ne saura où est allé Villon, personne ne saura où est allé mourir le pauvre Villon.